Et Paris Direct se poursuit tout de suite avec votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et aujourd'hui, on revient sur cette annonce du président Emmanuel Macron. Il y a peu le lancement de grands travaux au musée du Louvre. Vous l'avez suivi sur notre antenne. On va revenir aujourd'hui dans cette chronique sur cette institution et sa fréquentation, surtout très, voire trop importante. On va en parler avec vous, Aurélie Louchard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à The Conversation France, chef de rubrique même culture pour le média. Vous êtes venu, et c'est la tradition, avec une photo. On va la regarder tout de suite. Elle parle d'elle-même, cette photo. Expliquez-nous. Tout à fait. Bonjour Elisabeth. Avant tout, oui, ça parle la photo est assez parlante. On voit un Louvre qui semble un peu victime de son succès. Alors, pour donner quelques éléments, le Louvre est le musée le plus visité au monde, avec 9 millions de visiteurs par an. Et c'est vraiment le Louvre le musée le plus visité parce que... Comment dire, pour donner des ordres de grandeur, parce qu'on pourrait penser qu'il y a beaucoup de musées qui sont très pardon, excusez-moi, je perds complètement le. Je reprends. Très fréquenté, qui attire les foules. Mais là, en l'occurrence, peut-être pour expliquer ce qu'on voit à l'écran, la photo, il y a du monde, mais pas n'importe où. Il y a du monde devant la Joconde au Louvre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas rater, qu'on veut prendre en photo. Exactement. En fait, c'est devenu une icône. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent venir en France veulent venir à Paris, et toutes les personnes qui viennent à Paris veulent aller au Louvre. Et qu'est-ce qu'elles veulent voir au Louvre? La Joconde. Et donc, en fait, sur ces 9 millions de visiteurs donc je reprends juste mon chiffre, par exemple, la Tate, qui est très connue, elle est à moins de 5 millions. C'est vraiment, on est dans des sortes de grandeurs qui sont énormes. Mais donc, au Louvre, 9 millions, et en fait, 80% de ces 9 millions vont seulement être dans 1/7 du Louvre. Donc, c'est beaucoup de gens dans une toute petite partie du musée. Donc, il y a beaucoup de monde autour de Mona Lisa, comme on le voit. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on imagine du Louvre? Je pense que ça peut créer des déconvenus. Et il y a aussi beaucoup de monde à l'entrée du musée. C'est-à-dire que dans la pyramide, c'est la seule entrée. Il y a une seule entrée au Louvre pour les particuliers, qui est sous la pyramide, qui a été pensée pour 4 millions de personnes. Il y a un engorgement constant. Donc, il y a vraiment ce monde, et ça accélère quand même les problèmes qu'ont aujourd'hui le musée, qui sont des problèmes de climatisation, de fuite, des choses qui ne sont pas très sexy, pas très mises en avant, mais avec lesquelles les personnels bataillent depuis un certain nombre d'années. Des choses comme l'accès pour les personnes à mobilité réduite avec les ascenseurs, ce genre de choses. Et donc, tout ceci a fait que récemment, Emmanuel Macron a fait des grandes annonces de travaux sur 10 à 15 ans. Donc l'idée, ça serait de déplacer la Joconde, de créer une seconde entrée et de faire toute une série de travaux. Il y a effectivement des choses à repenser. Là, c'est assez flagrant vu de ce que vous venez de nous dire. On va revenir par la suite sur les annonces d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde au Louvre? Vous parliez en comparatif du Tate. On est sur 2 poids 2 mesures, là. Voilà. Alors, bon, il y a un phénomène global dans les musées où on est passé, il y a quelques années, d'une gestion de musée un petit peu à l'ancienne, où c'était vraiment les collections, les gens venaient pour les collections permanentes, et à un moment ils se sont dit, bon, notamment parce qu'il y a eu des changements budgétaires et qu'ils ont dû de plus en plus se financer eux-mêmes, ils se sont dit, on va commencer à faire de l'événementiel. C'est les expositions temporaires auxquelles on est très habitué, mais ça c'est important parce que c'est déjà vraiment un vrai changement dans l'approche du musée, qui a fait qu'on est rentré dans une ère de communication du musée où on n'est plus tant sur le catalogue que sur les entrées. C'est un vrai basculement. Et ensuite, ça s'est accéléré. On a une chercheuse qui est géographe qui s'appelle Marie-Alix Molinier-Andlauer qui a fait sa thèse sur le Louvre. Et elle parle d'un concept qui est celui de désir de lieu qu'elle applique au Louvre en disant que ce désir de lieu nourrit cette volonté de venir. D'une part, c'est nourri par les institutions, comme le Louvre qui souhaite avoir de plus en plus de monde pour forcément se financer, mais aussi avoir une image de marque prestigieuse pour attirer des mécènes. Et par ailleurs, il y a un autre aspect qui s'accélère de plus en plus et qui est en partie responsable de ce phénomène, c'est les réseaux sociaux. On voit sur les images qu'il y a beaucoup de gens avec leurs appareils photo, enfin avec leur smartphone avec lequel ils font des photos. Quand on se présente à ses proches dans un musée, ça donne plus envie que quand c'est une communication institutionnelle un peu froide. Donc forcément, ça accentue la chose. Qu'est-ce que les chercheurs en pensent justement d'usage des smartphones dans les musées? Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène qui est quand même relativement nouveau pour la recherche, en tout cas à une échelle de temps qui ne sont pas forcément les mêmes que pour nous au quotidien. Et ça fait débat, en fait. Donc là, par exemple, chez The Conversation, on a eu 2 chercheurs qui ont des points de vue qui sont tous les deux très étayés, très intéressants. Mais qui sont assez opposés, en fait. Il y a, par exemple, le sociologue Francis Raffin qui pense
que, disons qu'il va avoir une vision qui va considérer que ça nuit un peu à la visite, à la qualité de la visite, et que si on est derrière son téléphone, en fait, on ne regarde pas vraiment l'œuvre. On ne la contemple pas. On la voit, mais on ne la contemple pas, et que l'extase vient plutôt du fait d'avoir des likes sur son post que vraiment dans le rapport à l'art qui est censé naître en contemplant une œuvre. Et de l'autre côté, on a d'autres chercheurs, comme par exemple Gilles Bonnet à Lyon 3, qui a fait un ouvrage sur cette question, qui lui a une vision beaucoup plus positive et qui dit non, en fait, le rapport, utiliser le smartphone au musée, c'est une façon de s'approprier les œuvres. Parce qu'on parle beaucoup de médiation, de dire qu'il faut démocratiser l'accès à la culture, c'est des choses qui sont impressionnantes, qui ont un capital culturel important. Et en fait, prendre le smartphone, prendre une photo, c'est aussi s'approprier la chose, c'est avoir un peu moins peur de celle-ci. Pour lui, c'est à chaque fois qu'on touche l'écran, qu'on modifie, et qu'on pose à nouveau le regard sur l'œuvre, on pose un regard un peu différent. Donc pour lui, ça enrichit le rapport à l'œuvre. Et après, un troisième aspect sur lequel ils sont un peu tous d'accord, c'est qu'il y a aussi cette idée, là, dans les deux côtés, ils sont d'accord avec ça, c'est de bénéficier un peu de l'aura de l'œuvre et de son image de marque, parce que si on pose à côté de la Joconde ou à côté du Louvre, on profite de cette aura. Et les visiteurs ne sont d'ailleurs pas les seuls à vouloir tirer profit de cette image de marque du Louvre. C'est aussi le cas pour les politiques. On va comprendre pourquoi. Emmanuel Macron, bien sûr, en fait partie. Regardez. Emmanuel Macron avait fait du Louvre le lieu symbole de sa victoire. Il veut désormais s'investir dans sa rénovation. Car aujourd'hui, du haut de cette pyramide, près de 40 ans nous contemplent. Prévu pour 4 millions de visiteurs, le plus grand musée du monde en reçoit plus du double. L'accueil y est obsolète. Le plafond fuit par endroits. La Joconde est assaillie. Bref, le Louvre est dépassé par son succès. Mais pourquoi le chef de l'État s'empare-t-il du dossier ? Le Louvre, c'est le symbole du président qui travaille à protéger et transmettre l'éternel français, explique son entourage. Justement, les Français, devant le musée, y voient une forme de continuité entre présidents. Il donne les impulsions. Ça ne me choque pas. Voilà, après, je veux dire, il y a eu des on a eu Mitterrand, on a eu Pompidou, enfin voilà, je veux dire, chacun, à un moment donné, veut laisser une marque. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Alors, le politique, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident. Donc, oui, quelque part, sans doute. Oui. Le Louvre est aussi un outil politique pour faire briller la France et son président. Kadhafi l'a visité sous Nicolas Sarkozy. François Hollande y a reçu l'envoyé d'Abu Dhabi. Mais pour Emmanuel Macron, la stratégie politique n'est sans doute pas celle-ci. On a un président qui est dans une stratégie un peu de président de cohabitation. En fait, il s'agit d'exister sur des sujets fondamentalement consensuels, d'arriver à construire et reconstruire son image dans un lien direct avec les Français sur des sujets qui ne seraient pas clivants pour incarner cette unité de la nation par rapport à un gouvernement qui est empêtré. Restaurer le Louvre, après Notre-Dame, permettra au monarque de laisser sa trace. C'est politiquement bien vu, juge un sénateur LR. Parmi les aménagements qui semblent nécessaires, un espace privilégié pour la reine des lieux, la Joconde. Voilà, justement, tout le monde s'intéresse à Mona Lisa encore et toujours. Dans un nouvel espace, ça donnerait quoi, en fait ? Alors pour le moment, on parle de la mettre sous la cour carrée, sauf que le hic, c'est que la cour carrée, c'est une zone inondable. Donc ça n'a pas été beaucoup évoqué, mais il y a quand même une partie déjà du Louvre qui a été déplacée, des réserves du Louvre qui ont été déplacées pour ces raisons. Donc c'est pas impossible, évidemment, on pourrait la mettre là. Mais ça risque de coûter beaucoup plus cher, ce qui est déjà budgété. On parle déjà de 700 à 800 millions d'euros, sans parler de budget extra s'il y avait ce genre de problème. Les syndicats, eux, en interne, disent que c'est déjà plutôt 1 milliard d'euros. C'est des sommes conséquentes. Ça passe comment, ces sommes, justement, ces montants astronomiques évoqués en pleine période de coupe budgétaire ? Eh bien, pas très bien. Surtout dans les régions. Enfin, il y a eu énormément de coupes. Déjà, on a eu 150 millions de moins dans le budget du ministère de la Culture au niveau national. Ensuite, à cela s'ajoutent plein de coupes budgétaires dans la culture au niveau des régions. On a beaucoup parlé des Pays de la Loire. Donc il y a beaucoup de musées qui sont dans des situations très complexes, qui doivent se séparer d'une partie de leur personnel ou qui doivent vraiment repenser leur fonctionnement, réduire la voilure à plein de niveaux. Il y a certains établissements même, notamment je pense à un exemple parmi d'autres, à Toulouse, il y a le Théâtre du Grand Rond qui est vraiment une institution dans la ville qui devrait fermer ses portes en 2026 si rien n'est fait. Donc le contraste
entre ce budget pour le Louvre qui, en théorie, est censé être autofinancé, mais encore une fois, les dépassements de budget, il y a une partie du financement qui est censée venir du mécénat, et en fait, le mécénat, c'est défiscalisé de 40 à 60%. Donc, c'est quand même les contribuables. Symboliquement, ça ne passe pas. Ce projet de travaux au Louvre n'est pas intégré à un projet plus large pour la culture en France? Bah non, c'est un peu là où ça pêche. Le Louvre a besoin de travaux, on l'a compris, mais là, ça donne un peu l'impression plus d'une grande opération de communication. Ça s'arrête au Louvre, quoi. Voilà. C'est pas, c'est un peu déconnecté et c'est joué. Là, Emmanuel Macron joue un peu sur le fait que le Louvre est vraiment très prestigieux et que beaucoup de personnes veulent le voir. Mais on le voit bien, il y a un véritable engouement pour le Louvre, pour certaines pièces. Emmanuel Macron souhaite encore le renforcer. Il vise 12 millions de visiteurs par an d'ici 10 à 15 ans. Les salles sont déjà bondées. On ne voit pas trop comment ça va se passer. Est-ce que le Louvre est en mesure réellement d'accueillir autant de monde chaque année? Est-ce que c'est pas trop? Alors, 12 millions de visiteurs, a priori, si c'est trop, parce que en fait, le Louvre, c'est un ancien palais royal, donc on est à 9 millions, c'est déjà compliqué. Hein. Voilà, c'est ça. On est à 9 millions, c'est déjà compliqué, et c'est pas un musée récent qui a été construit il y a 15 ou 20 ans. On peut faire énormément de modifications. Les bâtiments de France ont l'œil dessus, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un joyau de notre patrimoine. Mais pour parler d'un exemple très concret parlant, c'est que par exemple les couloirs sont très étriqués à certains endroits. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les couloirs, vous n'allez pas pouvoir les changer. Et donc là, oui, potentiellement, on peut tasser 12 millions de visiteurs dans le Louvre, mais pour quelle expérience? C'est un peu ça qui pose question. Le projet, il semble lié à la gestion d'un tourisme de masse. On ne parle pas tellement de culture. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal pour le plus grand musée au monde? Eh ben, c'est justement le problème principal, c'est que ça semble être vraiment un... On est sur de la communication et on oublie le rôle du musée. En fait, c'est des directions... je ne suis pas en train de dire du travail que je fais avec les chercheurs. Du travail avec les chercheurs, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ces travaux et il ne faut pas aller nécessairement avec du tourisme de masse, mais c'est une question qu'il faut poser en fait. C'est une question qu'il faut poser démocratiquement. Quelle direction on veut donner pour les musées en France? Est-ce que déjà on veut un système de musées un peu à deux vitesses avec certains musées qui sont très mis en avant, sur lesquels on met de l'argent et d'autres non? Est-ce qu'on veut avoir un musée où l'idée c'est d'avoir le plus de monde possible, un petit peu un format Disneyland, ou est-ce qu'on veut travailler sur la médiation culturelle? Est-ce que c'est possible de faire les deux? Là, en l'occurrence, quand on parle d'un tel flux de personnes, ça semble difficile quand même de continuer de faire de la médiation, mais le problème c'est surtout que la question n'est pas posée. C'est qu'on ne s'interroge pas sur... parce que là, on a beaucoup entendu parler, on déplace le Mona Lisa, on fait une nouvelle entrée, mais quid du rapport aux œuvres en fait? C'est pas du tout interrogé. Et ça pose plus largement, pour ouvrir un peu sur les questions juste aussi de tourisme de masse, parce que de toujours vouloir plus de monde, alors que ça ne rentre pas, même pour Paris, comment on fait? Parce que la géographe Marie-Alix Molnier me disait que les alentours du Louvre ne sont pas non plus pensés pour accueillir autant de personnes. Merci beaucoup Aurélie Louchard. Vos articles à retrouver encore et toujours sur le site de The Conversation France. C'est tout pour aujourd'hui, la fin de ce Derrière l'image. Mais Paris Direct revient dans quelques instants après une courte pause. À tout de suite.